Bonjour à tous, bonjour à tous et à toutes, je devrais dire. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce cycle qui démarre de 4 webinaires organisés par le CECA à l'occasion de la semaine de prévention du risque suicidaire. Cette initiative est une action inscrite au CEPOM et donc financée par l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Cette initiative témoigne d'une volonté forte de créer une mobilisation régionale pour partager des pratiques, des outils et des réflexions collectives autour de cet enjeu majeur de santé publique. J'ai le plaisir cette semaine de co-animer donc cette série de rendez-vous avec le docteur Xavier Richaume, à qui je passerai la parole juste après cette introduction. Xavier Richaume, qui est référent médical santé mentale chez Ramsay Santé. Donc, tout au long de cette semaine, vous verrez de nombreux intervenants, experts, représentants institutionnels et professionnels de terrain qui vont se succéder pour enrichir nos échanges par leur regard croisé. Pour ce premier volet, le thème qui va nous réunir aujourd'hui, c'est comprendre et agir. Prévenir le suicide en établissement de santé, comprendre et agir. Avant de passer la parole justement au docteur Richaume, qui va nous présenter plus avant le programme détaillé de ce webinaire, juste quelques précisions logistiques, mais vous les connaissez, j'en suis sûre. Un, c'est que vous pouvez poser vos questions et on les attend nombreuses, s'il vous plaît, tout au long des interventions, soit via l'onglet conversation, soit via l'onglet Q&R, questions et réponses. Donc surtout, n'hésitez pas. Et j'essaierai de me faire le relais de vos questions auprès de nos intervenants. Et puis, ce webinaire, il est enregistré, comme tous les webinaires que nous organisons au CECA. Donc, le replay ainsi que les supports seront disponibles sur notre site d'ici quelques jours. Très bon webinaire à tous et à toutes. Je passe sans plus tarder la parole au docteur Xavier Richaume pour ouvrir cette session et présenter nos premiers intervenants. Écoutez, merci encore infiniment de l'invitation à venir parler de suicide. En effet, on va voir une série de webinaires pour essayer de comprendre, pour voir comment on peut s'engager. Ça, c'est le webinaire d'aujourd'hui. On verra on parlera aussi de dépistage, d'évaluation des besoins. On parlera aussi de sécurisation de l'environnement, d'accompagnement aussi. On va en reparler dans un instant. Parce qu'en effet, chaque suicide est une catastrophe à l'origine de beaucoup de douleurs et de traumatismes, aussi bien chez les proches que chez les soignants, puisqu'il peut être l'un des événements les plus difficiles auxquels sont confrontés les professionnels de santé. Il est considéré, en règle générale, qu'un suicide impacte ainsi 6 à 14 personnes dans l'entourage proche du patient. On verra tout ça ensemble, famille, camarades de classe, collège de travail, mais peut aller jusqu'à exposer 135 personnes dans les cercles concentriques de l'entourage, notamment les soignants. Le suicide est un phénomène qui est complexe, qui résulte, on va le voir, Marine Vincenti va nous en parler dans un instant. Marine Vincenti, qui est psychiatre et à la clinique Saint-Barnabé à Marseille, et qui va effectivement nous expliquer que c'est un phénomène complexe qui résulte de l'interaction de nombreux facteurs, de déterminants biologiques, psychologiques, socio-environnementaux, qui sont de mieux en mieux connus, puisqu'effectivement, les études épidémiologiques qui ont été menées depuis une vingtaine d'années maintenant ont permis d'identifier des actions permettant de diminuer la mortalité et la morbidité suicidaire. On va le voir ensemble. Je me permettrai de faire un état des lieux justement des actes suicidaires en établissement juste après. Et essayer de vous montrer aussi qu'il y a des gens qui ont essayé de réduire le nombre de suicides en établissement et qui ont réussi. Effectivement, on fera un état des lieux en fait des politiques justement zéro suicide un peu dans le monde et puis aussi en France et qui a donné lieu, et je remercie Caroline Bizet qui est chef de projet au sein du ministère de la Santé. On reviendra avec Caroline sur une feuille de route nationale pour améliorer la sécurité des patients et des résidents. Et dans cette feuille de route nationale, il y a un axe justement dédié
aux actes suicidaires en établissement de santé. Et puis enfin, on prendra un peu de temps pour répondre à vos questions, qui, je l'espère, seront nombreuses. On fera donc ah oui, pardon, j'ai oublié de me mettre en mode diaporama. Mais ça change pas grand-chose. Donc là, effectivement, je vous disais, quatre rendez-vous cette semaine. Un premier rendez-vous pour aujourd'hui comprendre, parce que avant de pouvoir agir, il faut d'abord comprendre et justement voir comment on va s'engager, notamment sur le plan institutionnel. On verra demain comment on évalue les besoins, comment on repère, puisque un des points importants, c'est le repérage, et ensuite les actions à mener après ce repérage. Et jeudi, on fera une pause mercredi. On reviendra jeudi pour parler de la sécurisation de l'environnement, parce que c'est un point essentiel dans la prévention du risque suicidaire. Et puis enfin, comment on accompagne les patients, comment on accompagne l'entourage, comment on accompagne les soignants aussi, et puis surtout comment on apprend aussi de ces actes qui ont bouleversé une équipe, et comment on fait pour justement se remettre en question après un tel acte pour pouvoir éviter que ça ne puisse se reproduire. Tout ça, c'est effectivement le programme de la semaine, mais sans plus attendre, je laisse la parole au docteur Marine Vincenti, qui est psychiatre à la clinique de Saint-Barnabé à Marseille, et qui va venir nous parler justement de la physiopathologie, comment effectivement les suicides surviennent. J'arrête mon partage, je laisse la parole immédiatement à Marine. Merci. Voilà. Bonjour, enchantée. Donc, je vais partager. Est-ce que ça marche? Je vais couper la caméra. Bon. Oui, très bien. Okay, parfaitement. Enchantée, je suis le docteur Vincenti Marine, je suis psychiatre, addictologue dans un établissement du groupe Ramsay à Marseille, où j'interviens en tant que psychiatre principalement, et je travaille aussi dans un autre établissement de Ramsay, dans un hôpital de jour jeune adjectif de 25 ans, où je suis médecin coordinateur de l'hôpital de jour. Effectivement, prévenir le suicide dans l'établissement de santé, c'est une question majeure et centrale. On essaye d'y répondre au quotidien, mais on va voir que ce n'est pas qu'en établissement de santé qu'il est important de se poser cette question-là. Donc, pourquoi s'intéresser à la question du risque suicidaire en établissement de soins? Donc, l'HAS a fait un rapport en 2022 très intéressant. Ils ont fait une analyse de 795 cas suite aux déclarations d'événements indésirables graves dans le soin, donc entre mars 2017 et juin 2021. Et ils se sont rendus compte que, déjà, premièrement, il y avait une sous-déclaration, mais qui était connue, malgré le fait que c'était une déclaration obligatoire. Ils se sont rendus compte que c'était le premier motif de déclaration d'événements indésirables, quasiment 20% des déclarations, et que, au final, quand même, sur les 795 cas d'actes suicidaires, quasiment 65% étaient des suicides aboutis, ce qui est énorme. Et ça représente entre 5 et 10% de tous les suicides. C'est pas rien comme proportion, et c'est même une proportion où on pourrait se dire que normalement, les patients auraient dû être protégés de ça. Donc, c'est quand même des chiffres qui sont conséquents. Et ce qu'il faut voir aussi, donc je crois que vous êtes vous travaillez peut-être pas que dans des établissements soins en psychiatrie ou de santé mentale. On peut voir que donc, le secteur sanitaire, face à ces déclarations, c'est 82%. La psychiatrie représente 57%, mais en fait, hors psychiatrie, c'est quand même 43%. C'est pour ça que je pense que c'est très important que tous les établissements de santé soient concernés, se sentent concernés par ce problème. On voit aussi que dans le médico-social, ça représente 15% quand même, et principalement, en fait, l'EHPAD, 80% du médico-social. C'est pas rien.
Comme l'a dit le docteur Echol, un suicide à l'hôpital, c'est une onde de choc. C'est une onde de choc. Et effectivement, il y a impacté, je ne sais pas les chiffres de 135 personnes, mais c'est énorme. Déjà, dans l'entourage du défunt, le patient, pour eux, il y a une représentation, ils se sont dit, ben, voilà, là, la personne que j'aime, elle est hospitalisée, il y a une mise à l'abri, ça devrait donc pas arriver. C'est aussi vécu comme une sorte de tsunami, cataclysme, bombe, déflagration, enfin tout ce qu'on veut. C'est quand même assez traumatisant. Ça peut donc impacter jusqu'à 15-30 personnes directement. Et on voit que chez proches, sur les 10 années qui vont suivre le suicide, c'est quand même 20% d'entre eux qui ont un deuil pathologique. Il y a un risque également plus élevé de dépression, d'idées suicidaires, de baisse de qualité de vie et un risque quand même de suicidalité qui est assez important. Donc, on sait aussi que nous, en tant que professionnels soignants, c'est important de voir poser bien sûr la question du risque suicidaire et de faire une évaluation du risque suicidaire, mais également de rechercher en fait dans l'entourage s'il y a des antécédents de suicide dans la famille. Quand c'est un suicide qui se passe à l'hôpital, il y a aussi des co-patients. Il n'y a pas beaucoup d'études. Alors, entre guillemets, est-ce qu'il y aurait une contagiosité? En tout cas, des liens se font. Il y a surtout un risque d'aggravation des symptômes psychiatriques, de stress. On peut voir un état de stress aigu, un état de stress post-traumatique dans les suites. Ça peut être eux aussi qui étaient les premiers à voir la personne. Donc, il y a aussi ça à prendre en considération et il y a un risque qui est faible, mais qui est quand même réel, qu'il y ait aussi d'autres passages à l'acte suicidaire dans les jours qui suivent. Au niveau des soignants, on est aussi également impacté. Je crois qu'il ne faut pas du tout qu'on minimise l'impact que ça puisse avoir sur nous. 87% des psychiatres en France vont être exposés au suicide d'un patient. Il y a de la part des soignants un ressenti très fort de culpabilité, ça peut être vécu comme un choc, tristesse. Enfin, voilà. Nous aussi, on peut être impacté par des symptômes d'état de stress aigu, d'état de stress post-traumatique. Donc 13% rapportent quand même un état de stress post-traumatique, 15% pensent changer de métier, c'est par là. Et ça a un effet très important, notamment chez les jeunes soignants. Le suicide dans un hôpital, ce qu'on voit aussi, c'est que ça crée une sorte de désorganisation dans le service et de perturbation qui va être vécue de façon un peu importante. Il faut aussi faire très attention justement à avoir une feuille de route et c'est ça ce qu'on va voir. Donc, vraiment comprendre et agir prend tout son sens pour essayer d'être le moins possible impacté, trouver les bonnes gestes et les bons soins. Marine, excusez-moi, je me permets de vous déranger, le son n'est pas très bon. Est-ce que vous pourriez peut-être couper votre caméra? Peut-être que ça, voilà, hein. Peut-être ça donnera un tout petit peu plus de débit. Ok, je pensais avoir coupé la caméra. Super, merci. Est-ce que c'est mieux? On va essayer comme ça. Merci. Quelques notions utiles donc, sur les conduites suicidaires. Marine, ta caméra est de nouveau ouverte. Ah, mais je la recoupe, mais j'ai l'impression qu'en changement de diapo, ça change. Je vais essayer d'être vigilante sur ça. Donc, on va passer de la crise suicidaire à l'acte suicidaire. Il y a qu'on peut appeler la transition suicidaire. Et donc, il y a eu une étude qui a été faite sur plus de 100 000 adultes entre 18 et 75 ans sur 20 ans. Donc, c'est quand même
énorme étude et c'est super d'avoir ces données-là. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait à peu près quasiment 5% de la population qui avait des idées suicidaires et qui feront donc une tentative de suicide, c'était à peu près 0,5%. Par contre, la transition sur une année dans la population totale, c'est à peu près 7,5%. Quand quelqu'un a des idées suicidaires dans l'année, il va y avoir un geste suicidaire, donc une tentative de suicide. À peu près 7% de la population. On voit que ce chiffre double chez les 18-25 ans, et donc c'est une population qui est de plus en plus ciblée pour essayer de renforcer les soins chez les jeunes. Ok, la caméra a l'air d'être toujours coupée. Donc, il y a une séquence suicidaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est comme un peu un manteau noir. C'est cette image qu'on peut voir. Au début, en fait, la personne voit de nombreuses solutions disponibles et au fur et à mesure, il va y avoir un glissement vers un état psychique pathologique. Et donc, ça démarre en général avec des événements de vie négatifs. Mais il peut y avoir à ce moment-là une résolution de problème. On va voir qu'en fait, au fur et à mesure, il y a toujours la résolution de problème possible. Mais par moment, on n'arrive pas à ce qu'il y ait une résolution de problème. Donc là, les émotions négatives comme la colère, la tristesse, la honte, le sentiment d'échec, de perte, d'abandon vont se majorer. Et ça va créer une douleur qui est psychique. La personne va avoir des pensées ruminatives dysfonctionnelles, des sortes de pensées obsédantes qui va l'écraser de plus en plus et provoquer un sentiment de désespoir. À ce moment-là, il y a toujours la possibilité quand même qu'il y ait un problème, mais ça peut déboucher si ça n'arrive pas vers des idées suicidaires cette fois, qui sont au début assez vagues, floues, et qui au fur et à mesure vont s'intensifier. Puis il y a un plan suicidaire qui va commencer à se mettre en place, voire une éventuelle préparation. Et en tout cas, pour l'instant, ça peut rester ambivalent. C'est-à-dire que j'ai le plan, mais je n'ai pas encore pris la décision de passer à l'acte. Et la résolution de problème est toujours possible et envisageable, mais c'est là où on va parler de transition, de passer de l'idée suicidaire à un acte suicidaire. Et donc, à ce moment-là, il y a plusieurs issues possibles. Soit il y a le décès de la personne, donc par un suicide, soit il peut y avoir une résolution de problème, en tout cas un apaisement immédiatement de l'idée suicidaire. Mais il peut y avoir aussi, en fait, voilà, l'idée suicidaire revient. C'est-à-dire qu'on a en général, quand on est aux urgences et qu'on voit les patients arriver après une tentative de suicide, mais il faut aussi savoir qu'on ne les voit pas tous arriver à... Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai marché. On ne voit pas toujours les patients se cacher, jusqu'aux urgences, mais quand on les interroge, on peut voir qu'il y a un apaisement assez fréquemment après l'acte suicidaire, mais il faut quand même faire très attention parce que au fur et à mesure, le scénario suicidaire peut se développer et donc il faut faire très attention. Ce n'est pas parce que le suicide, entre guillemets, s'est raté que la personne n'aura plus d'idées suicidaires et donc il faut être extrêmement vigilant dans les suicides. Alors, dans quel but réaliser le patient réalise un acte suicidaire? La première cause, c'est arrêter de souffrir. Personne ne cherche à mourir, cherche à soulager une souffrance. On cherche à apaiser immédiatement une émotion négative. Et donc, des fois, même la souffrance psychique est plus importante qu'une souffrance physique. C'est le cas, par exemple, aussi des conduites un peu parasuicidaires comme les scarifications, quand les gens et qu'on leur demande vraiment leur intention, c'est vraiment l'idée de se détourner de cette souffrance psychique qui est intenable et de se remettre dans une réalité. Ça peut être éventuellement fuir une situation intenable ou rechercher de l'aide, montrer son hostilité. Dans tous les cas, en tout cas, il faut peu banaliser ces situations parce que, effectivement, le but, c'est qu'on
essaye de stopper cette crise suicidaire. Donc, c'est un état, là on peut le voir sous forme de crise chronologique. C'est un état qui est fluctuant et temporaire, qui est de durée variable. Voir qu'il y a une intensité, d'un côté, c'est l'intensité des idées suicidaires par rapport au temps. Donc, on voit que c'est fluctuant, qu'au tout début, en tout cas, de la crise suicidaire, elles sont plus intenses, elles sont passagères, à un moment donné, le patient ne pense plus, puis ça revient. Et là, il faut faire attention, il y a une absence, le patient n'y pense plus, mais en fait, il y a ce sentiment un peu trompeur de réassurance. Là, il faut faire attention. Il se pense, il va plus accéder aux soins, il va peut-être pas venir nous voir. C'est là où ça peut redémarrer. Et là, ça monte en intensité. Et à un moment donné, un peu à son paroxysme, il y a un soulagement d'avoir pris la décision. Et ça, c'est assez... Il faut se méfier voilà, des patients qui... d'un coup tout va bien alors que c'était quand même très intense et très présent, parce que c'est peut-être que l'acte suicidaire a été posé, qu'ils ont pris la décision de passer à l'acte, qu'ils commencent en fait à prévoir et préparer, et c'est là où il faut que soit très vigilant. Donc l'acte suicidaire est possible, mais non systématique. On peut tout le temps et à tout moment intervenir. Bien sûr, si on peut les identifier le plus vite possible et intervenir le plus vite possible, c'est super. Mais pas croire qu'on ne puisse pas intervenir alors que, voilà, à tout moment, il faut qu'on intervienne. Il y a souvent une sorte de soulagement post-tentative de suicide, mais ça peut repartir, c'est ce que je vous expliquais. Et donc, ce qu'on vit, c'est la vraie rémission, c'est-à-dire durable, avec une absence et où, voilà, plusieurs semaines consécutives sans absence d'idées suicidaires. Alors, il n'est pas possible de prédire le suicide avec précision. Ça, c'est assez intéressant. Voilà, il y a 4 études qui ont été faites ces dernières années, qui ont essayé de trouver des systèmes pour nous aider à voir quels patients pourraient être plus à même de faire un geste suicidaire, et on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose qui marche, à part la clinique, finalement. Donc, tout le temps être vigilant et pas se dire « Ah oui, lui, il a haut risque et lui, il a faible risque ». Au final, tout le monde est statistiquement à risque à l'hôpital. Voilà, c'est des études aussi qui ont été faites sur des patients hospitalisés. Donc, la clinique a finalement d'un nouveau geste suicidaire après un geste suicidaire, c'est une valeur prédictive positive que de 22%. Si on fait des échelles, c'est entre 5 et 16% si c'est un suicide ou si c'est un geste d'auto-agressivité. Les algorithmes, c'est proche de 0. Donc, il faut vraiment se dire qu'on ne va pas chercher à classer les patients à haut risque ou bas risque. On va se dire que tout le monde est statistiquement à risque à l'hôpital. Mais on peut quand même faire beaucoup de choses, essayer de cibler les besoins de la personne, identifier qu'il a déjà une crise suicidaire. Et donc, il va y avoir tout un cadre de prévention pour sécuriser le patient, le temps de la crise suicidaire, réduire la souffrance, essayer de mobiliser l'entourage, être soutenant, briser l'isolement, essayer de donner des perspectives de résolution de problèmes. Et bien sûr, agir sur les symptômes qui sont modifiables, comme le sommeil, l'anxiété, la dépression. Ça, c'est très important. On sait que ce qui fait craquer les espions, c'est la privation de sommeil. Donc, ne pas négliger la prise en charge des troubles du sommeil chez les patients hospitalisés. Ils ne sont pas déjà dans leur classique, ils ne sont pas chez eux, c'est beaucoup plus anxiogène de dormir, ils sont fréquemment réveillés. L'idée, c'est au mieux d'améliorer la qualité de sommeil de patient. J'insiste un peu plus sur ce point parce que je pense que l'anxiété et la dépression, c'est peut-être assez, voilà, peut-être plus en tête, alors que le sommeil, c'est quand même hyper important.
Donc, prévenir le suicide en établissement de santé, ben, c'est possible. Il y a des super recommandations et rapports de l'HAS et je vous encourage à visiter ces sites. Mais aussi un guide de la Fédération hospitalière de France qui a fait des recommandations sur notamment la prévention et en relation avec la patiente, leurs recommandations qui sont en préparation et notamment aussi de la direction générale des soins pour au contraire l'après-suicide des établissements et l'ensemble des professionnels de santé à nous guider et justement avoir cette feuille de route, ça nous rassure en tant que soignant. Donc les recommandations sont très attendues. Ce sera une revue systématique de la littérature. Ce serait une première étape et c'est vraiment à venir. Alors, quelques pistes pour essayer de prévenir le suicide dans les établissements. Bon, déjà, c'est anticiper le plus possible en ayant pensé un plan de prévention et post-tentative de suicide ou suicide en établissement. L'idée, c'est vraiment déconstruire les idées reçues. Donc, s'interroger sur nos propres freins à évaluer le risque suicidaire chez nos patients en tant que soignant. Et ça va, pour moi, de l'aide-soignante au médecin en passant par le directeur vraiment, tout le monde qui est en rapport direct avec le patient ou indirect doit avoir, pour moi, déconstruire ses idées reçues. Mais ça peut être aussi déconstruire les idées reçues des patients sur le risque suicidaire. Et ça, c'est important d'être formé aussi pour pouvoir répondre à leurs questions. Et si on n'est pas formé, pouvoir se dire, OK, qui peut répondre à ces questions-là au sein de l'établissement et le plus vite possible. Bien sûr, c'est sécuriser les lieux d'hospitalisation en réfléchissant au mobilier et à l'immobilier. C'est-à-dire, en gros, est-ce que qui est suicidaire, est-ce qu'il est dans des étages élevés, est-ce qu'on a réfléchi à mettre en place de fenêtres protégées, est-ce qu'on a fait aussi l'inventaire de ses affaires. Donc tout ça, en fait, c'est à réfléchir. Donc, ça va aussi, même dans je veux construire une aide dans mon bâtiment ou rénove en fait mon bâtiment, je pense qu'à ce moment-là, il y a une question importante de l'établissement et notamment des administrations de s'interroger sur OK, comment je fais pour sécuriser un peu l'établissement face au risque suicidaire de façon plus générale. Bien sûr, c'est former le personnel, apprendre l'évaluation du risque suicidaire, changer les attitudes négatives vis-à-vis des personnes suicidaires, essayer de déconstruire les préjugés, penser à l'avant et à l'après-hospitalisation pour qu'il y ait une continuité, donc la communication entre les personnels adressants, le service d'accueil, les courriers de sortie pour que ça puisse être notifié, organiser le suivi à court terme, 7 jours, 1 mois. On va voir aussi qu'il y a un organisme qui s'appelle Vigilance qui a toute sa place dans la continuité des soins, soigner les transitions de soins. Il faut savoir donc identifier la crise suicidaire, poser la question des idées suicidaires, voir aussi, je dois dire, mais appeler une idée suicidaire, bannir, voilà, bannir en fait, être vraiment très précis, favoriser la qualité de la relation avec le patient, la réassurance, la disponibilité, faire de la psychoéducation à la santé, assurer la transmission de l'information entre les équipes, entre les médecins, via les services d'information pour la surveillance, communiquer avec les familles, attention aux permissions, sécurisation du domicile, préparer ensemble la sortie et faire un plan de sécurité. C'est de traiter la maladie mentale et somatique et la douleur. Donc, être vraiment en lien. C'est assez important d'avoir des psychiatres de liaison
surtout en MCO. C'est rare, mais il faut arriver à nous dégoter et nous trouver parce que c'est hyper important. Là, une étude très intéressante sur le mode opératoire en cas d'acte suicidaire en établissement de santé. Et donc, ce qu'on voit, c'est que, notamment sur le graphique en haut à gauche, quand, par exemple, on fait des politiques sur les fenêtres où les patients n'ont pas accès pour ouvrir les fenêtres, en fait, on voit que le moyen suicidaire est très peu utilisé. Donc, ça veut dire que c'est des moyens de prévention qui marchent. Donc, c'est la pendaison qui est le plus représenté, que ce soit dans la tentative de suicide ou le suicide. Les actes, les objets coupants, la strangulation, les overdoses, voilà, sont quand même assez représentés. Donc, à ce moment-là, quand on voit que c'est la pendaison qui est surreprésentée, on peut s'interroger sur comment le patient, en fait, finalement, va faire pour se pendre. Et c'est là où on voit que, par exemple, les portes ou les poignées de porte sont, en fait, très utilisées. Donc, est-ce qu'on peut réfléchir, en fait, à une façon, en fait, quand on fait de la rénovation, quand on construit un établissement, ça peut être très pertinent. Autour des lits, au mot de douche, voilà, donc c'est assez connu, mais finalement, en fait, on peut avoir un vrai impact sur l'aspect mobilier. Mais également dans l'inventaire, par exemple, des affaires, de se dire que peut-être pendant un temps, si on peut retirer certains habits, certaines ceintures, les lacets de chaussures, et ben en fait, c'est quand même assez intéressant, les draps, voilà, ça peut se faire. Dans les objets utilisés en cas de coupure, on peut voir, puisque c'est les deux principaux modes de la pendaison et sur la phlébotomie, on peut voir effectivement que retirer le rasoir, même les couteaux en plastique, ça peut être une chose que réfléchir au miroir, tout ce qui pourrait être des objets coupants. Mais comment on sécurise ça au maximum? Donc, là, on voit que si on fait une étude et qu'il y a eu sur 100 000 admissions, on se rend compte que quand on met en place des politiques sur dans un établissement de santé, en fait, on voit que le risque passe de 4,2% de l'addiction à peu près 0,69%. Donc, on étudie drastiquement et on tend vers le zéro suicide. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Donc, faut-il fermer à clé les portes du service? Bon, ça, c'est une vague question. Finalement, en fait, c'est pas hyper tranché. On voit que sur des études sur une quinzaine d'années, en fait, c'est pas si flagrant que ça que de fermer les services ne protège pas forcément. C'est une vraie question entre éthique et protection de l'information. La surveillance des patients, c'est un sujet controversé. Il n'y a pas vraiment de preuves scientifiques. Ça peut être vécu par du personnel soignant comme humiliant et intrusif. Souvent, on entend les infirmiers dire on n'est pas des flics. Les patients ne sont pas totalement contre non plus. Ils peuvent même se sentir sécurisés. C'est pareil à réfléchir. On voit que l'observation continue est trop. C'est pas non plus forcément productif. Le contrat pas de suicide, ça n'a pas vraiment montré de bénéfice. Il n'y a pas de standard universel. Par contre, l'absence de plan de surveillance, ça, c'est sûr que ça peut avoir des conséquences létales. Donc, voilà, il n'y a pas un consensus, mais il faut quand même faire un plan de prévention et post-vention de tentative de suicide. Apprendre à poser la question des idées suicidaires simplement, c'est hyper important. S'il y avait une diapo à retenir, je pense que ce serait celle-là. C'est d'abord créer l'alliance thérapeutique, mais penser aux nombreux freins des patients, mais aussi des soignants. Je tiens.
Nommer les souffrances et identifier les pertes. La question à poser, c'est avez-vous au cours des derniers jours été suicidaire? Ne pas utiliser le mot partir, s'en aller, idée noire, se faire du mal, c'est beaucoup trop ambigu. Souvent, les soignants, le frein principal, c'est oui, mais si je pose la question, peut-être que je vais induire des suicidaires, et ça, c'est totalement faux. Au pire, ça vous donne une indice, c'est-à-dire que la personne est complètement surprise de votre question parce que pour elle, c'est impensable. Au moins, vous êtes soulagé qu'elle soit surprise que vous ayez pensé ça, et puis vous pouvez lui dire, bah, c'est une question standardisée maintenant, et donc voilà. Et au pire, ben, elle va peut-être être soulagée en fait que vous ayez posé cette question-là, et donc commencer à pouvoir vous en parler. Et vous allez pouvoir savoir à quel stade de la crise chronologique, enfin, de cette crise suicidaire, où est-ce qu'elle en est, pour pouvoir en fait intervenir au mieux. Donc, si la réponse est positive, ça peut être après un moment de silence quand même, parce qu'elle n'ose peut-être pas vous dire. L'idée, c'est de ne pas banaliser, pas dramatiser, pas être dans le jugement, montrer au patient qu'il n'est pas seul, avoir une attitude empathique, garder en tête que une personne, si elle a ces idées-là, c'est qu'elle souffre. C'est pas qu'elle abandonne, hein, c'est vraiment qu'elle souffre. Dire que vous allez en parler à l'équipe soignante, ne pas rester seul avec cette information en tant que soignant, ne pas laisser le patient seul non plus, demander une évaluation psychiatrique, c'est hyper important. Donc, il faut penser à l'articulation avec vigilance après une tentative de suicide. Voilà, c'est des équipes de psychiatres et de psychologues qui sont dédiées pour rappeler les patients à différents temps. En général, c'est le lendemain, à 7 jours, un mois. Et on voit qu'en fait, grâce à la mise en place du plan de vigilance, il y a une réduction en fait des tentatives de suicide sur l'année. Donc, ils ont un numéro. C'est hyper important voilà, de donner ce numéro-là au patient. Ils distribuent des petites cartes et vous pouvez en fait les remettre à votre patient. Donc, je vous invite à prendre contact avec eux pour qu'ils puissent vous donner les informations. Pensez conjointement à un plan de prévention de suicide et de post-vention en établissement de santé. C'est penser collectivement, soignants, administration, logistique, immobilier, une culture commune, faire tomber les freins, expliquer, convaincre, bien sûr, des actions multimodales, simples, compréhensibles, acceptables, applicables, le plus possible, basées bien sûr sur des preuves. Et donc, il est indispensable d'améliorer la collecte des données sur le suicide et les tentatives de suicide en établissement de santé. Ça vous permet de voir sur quoi il faut qu'on agisse et donc, bien sûr, de développer la culture de l'événement indésirable grave. C'est vrai que moi, en tout cas, ça m'a permis, en changeant le nom, par exemple, de voir que c'est une fiche d'amélioration. J'ai trouvé que c'était plus simple pour moi, en tout cas, de déclarer des événements indésirables. Voilà. En tout cas, je vous remercie de votre attention et peut-être s'il y a quelques questions. Merci, merci beaucoup Marine. Véronique, et je ne sais pas s'il y a eu des questions qui ont été, posées. Il y a eu juste une question par rapport au téléchargement possible de la présentation. Donc, vous l'aurez sur le site du CK, comme je l'ai dit au départ, dans les prochains jours. Sinon, non, pour l'instant, pas de questions. Il est encore temps, si vous le souhaitez, de poser vos questions au Dr Vincenti, qui va devoir nous quitter avant la fin de ce webinaire. Donc, surtout, n'hésitez pas, c'est le moment. Effectivement, on va revenir sur les différents aspects que le docteur Vincenti a abordés, puisque c'est ce qui va faire le lit en fait des politiques de prévention du risque suicidaire. Vous allez voir qu'on va aborder comment dans d'autres pays ils ont travaillé sur le sujet. On va retrouver le sujet de changer la culture, le fait de changer la vision, d'oser poser la question. Ça, je pense que c'est un point important, oser faire le repérage, l'évaluation. Et c'est vrai que ça peut paraître quelque chose d'un peu paradoxal. On nous dit d'un côté que les outils d'évaluation ne sont pas bons en termes de prédiction.
mais ça n'empêche surtout pas, hein, je pense que le Dr Vincenti nous le confirmera, mais ça n'empêche surtout pas de faire du repérage massif auprès des patients et d'oser leur poser la question, même pour des patients qui viennent pour des choses qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec la psychiatrie. S'il n'y a pas de questions. Apparemment, pas de questions. Alors, je vous propose qu'ensuite, merci infiniment, Dr Vincenti, de nous avoir présenté la physiopathologie. Ce n'est pas forcément quelque chose de simple à appréhender, mais effectivement, c'est important d'essayer de comprendre comment ça se vient. Moi, j'ai retenu un point important, c'est que les patients ne cherchaient pas à mettre fin à leur jour, si j'ai bien compris, mais plutôt cherchaient à mettre fin à une souffrance. Et je pense que ça, c'est aussi une des clés aussi importantes. Et donc, ça veut dire qu'il faut aller chercher du côté de la souffrance des patients ou des résidents, hein, parce que c'est aussi les résidents aussi qui peuvent aussi commettre quelques actes suicidaires. Je vous propose qu'on justement on regarde un peu cet état des lieux des actes suicidaires en établissement, parce qu'on va voir qu'il y a une légère différence entre les deux. Il faut juste que je retrouve mon diaporama que j'ai bien sûr égaré. Et je vous propose effectivement de faire le lien avec justement les politiques zéro suicide et les événements indésirables. Alors, je vais passer très rapidement, puisque ça, c'est en fait quelques idées reçues qu'on peut avoir. Marine Vincenti en a parlé il y a quelques instants. Ça sont des phrases que j'ai récupérées lorsque je vais faire des analyses systémiques après un acte suicidaire. Nous avons tout fait normalement. C'est que les cliniciens, on déteste ce mot normalement, parce que ça veut dire que peut-être que ce jour-là, on n'a peut-être pas justement tout fait. En tout cas, ça montre que c'est très difficile de se remettre en question, effectivement, après un acte suicidaire. Aussi, l'idée reçue qu'un patient qui veut se suicider va toujours réussir, ça, c'est pas vrai. En tout cas, nous, on est là, s'il est en établissement de santé, on est là pour essayer de l'en empêcher le plus possible, et donc de ne pas lui mettre un accès facile aux moyens létaux. Ça, c'est évident. Marine Vincenti en a parlé largement. Parler de suicide à un patient, ça risque de lui donner des idées. Bien au contraire, vous n'imaginez pas le nombre de vies que vous pourrez sauver justement en parlant de suicide à tous les patients et résidents. Et puis, moi, je n'évalue que les patients à risque. Je ne sais pas encore comment on fait pour savoir qu'un patient est à risque et donc qu'on va pouvoir l'évaluer, si d'ailleurs on ne l'a pas cherché à repérer et à l'évaluer déjà auparavant. Donc voilà un petit florilège effectivement de réponses et d'idées reçues qu'on peut avoir. Mais est-ce que le suicide en établissement, c'est quelque chose de fréquent ou pas? On l'a vu effectivement dans le signalement des événements indésirables, puisque 20%, c'est-à-dire finalement un événement indésirable grave associé aux soins sur 5 déclarés en France, est un acte suicidaire. Donc du coup, effectivement, ça place les actes suicidaires en pôle position en termes d'événements indésirables graves remontés. Et la Haute Autorité de Santé en a fait une analyse pendant tous les événements signalés entre mars 2017 et juin 2021, soit presque 800 actes suicidaires qui ont été retenus. Et puis, j'ai la chance de pouvoir accéder aussi à une plateforme de signalement d'événements indésirables. Et donc, on a regardé juste dans le secteur de la santé mentale, on a analysé aussi les suicides et notamment près de 600 suicides et actes suicidaires. Qu'est-ce qu'on retrouve qui ont été signalés? On retrouve que d'abord les tentatives de suicide sont peu signalées par rapport, donc le chiffre est largement sous-évalué, que finalement, alors si au moins les suicides sont systématiquement analysés, les tentatives de suicide font peu l'objet d'une analyse systémique, puisque en moyenne que 5% des tentatives de suicide font l'objet d'une analyse systémique. En général, c'est parce qu'elles ont eu des conséquences importantes et qu'elles ont été un événement indésirable grave au sens du signalement des événements indésirables graves. Donc, on a, fort de ces presque 1200 événements indésirables,
on a pu faire une cartographie en fait, de ces suicides en établissement. Dans la population générale, je ne vais pas revenir dessus parce que ce n'est pas l'objet aujourd'hui. J'essaie, voilà. C'est effectivement en France, la mortalité est assez importante par les suicides. Dans la population générale, c'est plutôt les femmes qui se suicident, les hommes qui se suicident plutôt que les femmes. Les tentatives de suicide, par contre, sont plus fréquentes chez les femmes. Hein, le ratio d'ailleurs est inversé. Et ça représente quand même 10 000 suicides par an, 200 000 tentatives de suicide. Ça, c'est dans la population générale. En établissement de santé, est-ce qu'on a la même chose? En établissement de santé, on l'a vu, c'est difficile d'estimer. C'est qu'une estimation parce qu'il n'y a pas de registre en tant que tel. On a le reflet des événements indésirables graves associés aux soins. On a quelques données comme ça d'études. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, c'est la première cause d'événements indésirables graves associés aux soins et on estime entre 400 et 450 suicides par an. En France, on ne sait pas le nombre de tentatives de suicide qu'il y a dans les établissements de santé. Par contre, ce qu'on sait, c'est que, Marine Basanti l'a rappelé tout à l'heure, c'est que seulement 6 sur 10 sont dans des services de santé mentale. Le reste, eh bien, c'est dans des établissements sanitaires autres, médecine, chirurgie obstétrique ou SMR, ou alors effectivement dans des EHPAD ou dans des structures médico-sociales. Ce qu'on retrouve aussi, c'est que le mode opératoire, c'est essentiellement la pendaison. C'est le saut de grande hauteur et de façon moins importante, le médicament normal, puisqu'on est censé quand même avoir un peu plus sécurisé le circuit des médicaments. Ça survient plutôt la nuit et on retrouve systématiquement un contexte pathologique, mais pas qu'un contexte pathologique, on va retrouver aussi une situation clinique et sociale qui sont dégradées. Ça, c'est un point important, parce que c'est souvent, en fait, qu'on retrouve dans les tentatives de suicide ou les suicides, justement, cette situation qui s'est dégradée et qui a peut-être été justement l'élément déclencheur supplémentaire. Quand on fait l'analyse systémique de ces actes suicidaires, selon une méthode Alarme que beaucoup connaissent, eh bien, on retrouve un certain nombre de facteurs qu'on retrouve de façon un peu régulière dans ces actes suicidaires. D'abord, sans surprise, effectivement, le gros des facteurs sont liés au patient lui-même, puisqu'effectivement, ce sont des patients qui ont envie de mettre fin à leur souffrance. Il y a un contexte pathologique et, je vous le disais, une situation clinique et sociale importante, avec un isolement social qui est rapporté très, très souvent. On va retrouver aussi chez les soignants, dans les facteurs liés aux soignants, probablement un défaut de formation à l'évaluation du risque. Soit on n'a pas du tout évalué, soit effectivement on ne sait même pas comment le faire, quand on ne sait pas comment repérer, on ne sait pas comment poser la question, et puis de façon un peu secondaire, mais non négligeable, le soutien des professionnels secondes victimes qui a manqué. Ce qui est aussi frappant, c'est que les facteurs liés à l'équipe sont aussi retrouvés de façon assez importante et fréquente. Et ce qu'on retrouve souvent, c'est le défaut de partage de l'évaluation. C'est-à-dire que dans l'équipe, il y avait bien quelqu'un qui avait identifié le risque de passage à l'acte, mais ça n'avait pas été partagé ou mal partagé au sein de l'équipe. Donc ça, effectivement, c'est un facteur qui revient régulièrement. On va retrouver aussi justement, l'évaluation du risque, on l'a régulièrement, mais pas forcément avec les bons outils et surtout pas de réévaluation. C'est-à-dire qu'on a une évaluation, et notamment en santé mentale, au début du séjour et puis pas vraiment de réévaluation qui va être tracée tout au long du séjour et surtout après un retour à domicile lors d'une permission ou après un événement un peu choquant dans la vie du patient. Et pourtant qui est tracé, l'événement choquant, mais pas forcément l'évaluation. On va retrouver, et ça c'est probablement très sous-estimé, la sécurité de l'environnement qui est effectivement mise en jeu avec l'accès souvent trop facile à des moyens létaux. De façon plus modeste, la pénurie de personnel, l'organisation de la prévention, la culture et la politique de prévention qui peuvent manquer dans certains établissements. Ce qui nous fait penser que, effectivement, quand on regarde, on peut penser qu'on pourrait prévenir les accidents, les actes suicidaires en établissement. Certains, d'ailleurs, appellent ça des never events, des événements qui ne devraient jamais arriver. Pourquoi
ne devrait jamais arriver parce que justement, on les a tellement étudiés depuis plus de 20 ans qu'on sait exactement maintenant comment ça arrive. On sait quels sont les moyens, quels sont les facteurs organisationnels qui permettraient donc du coup de les empêcher, en tout cas de faire en sorte que d'en réduire largement la survenue. Il y a des établissements, des politiques qui ont été mises en place justement pour tendre avec un objectif très très fort, zéro suicide. Alors, est-ce qu'ils vont atteindre ces zéro suicide? Ben, on va voir qu'il y a des choses assez intéressantes. Notamment aux États-Unis, les hôpitaux des vétérans américains ont beaucoup travaillé sur l'identification, l'évaluation, avec des évaluations régulières, avec des outils de dépistage qui sont partagés, des checklists qui sont faites pour chacun des patients, avec aussi une intervention et un soutien, avec la formation du personnel, notamment au soutien émotionnel et aux premiers soins en santé mentale, formation obligatoire pour tout le monde, et des programmes de traitement spécifiques, des actes suicidaires, en tout cas des idées suicidaires, avec notamment qui intègrent des thérapies cognitives et comportementales. On va retrouver un suivi, une coordination des soins importante avec un accès aux consultations qui est facilité. On va retrouver aussi surtout une sécurisation de l'environnement et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'ils ont mis en place des checklists qui permettent de identifier tous les moyens d'accès aux gestes suicidaires et donc de les réduire le plus possible. Ça a marché, puisque on voit qu'ils sont passés déjà, ils avaient déjà pas beaucoup de suicides quand même, 4,2 pour 100 000 admissions. C'est déjà en dessous des chiffres qu'on peut trouver dans la littérature, mais ils sont passés, vous voyez, à 0,74 sur 100 000 admissions depuis 7 ans. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que c'est maintenu aussi à fur et à mesure du temps. Une autre politique aussi intéressante, c'est celle des hôpitaux du Magellan Earth Services en Arizona, qui offre des résultats très prometteurs. L'objectif, c'est de voir le suicide autrement. Il s'agit en fait de dire que le suicide, c'est pas l'affaire juste d'un thérapeute ou d'un médecin, c'est un problème systémique. Donc c'est un vrai changement de culture avec du coup un programme assez laborieux mais très efficace qui va reposer sur la formation à la prévention du suicide avec l'idée que chacun ait les bons réflexes pour intervenir. Donc, comme un peu les hôpitaux des vétérans américains, soutien émotionnel, premiers soins en santé mentale, et puis des outils d'aide à la décision qui sont directement intégrés dans le dossier partagé et informatisé du patient et qui vont pouvoir être partagés avec l'ensemble des professionnels. Ils ont mis ça en place dans 12 cliniques externes de Maricopa, et durant les 90 premiers jours, ils ont procédé à 15 500 repérages avec un dépistage positif pour 8,5% de la population. Ce repérage a donné lieu à une évaluation ensuite, quand c'était positif, à une évaluation globale et un suivi, avec notamment un appel téléphonique dans les 48 heures par un professionnel dédié, et puis une consultation en vis-à-vis dans les 48 heures qui était proposée avec le patient, et puis un programme, comme on va retrouver en vigilance en France, un programme de lettres de bienveillance. Et là, ça leur a permis une réduction de 67% du nombre de suicides en 3 mois, vous voyez, 42% chez les patients en maladie grave. Troisième politique qui a très bien fonctionné, c'est les politiques, encore une fois aux États-Unis, dans le Michigan, des cliniques Henry Ford. L'idée, c'est basé sur un principe clair, la prévention. Le suicide peut être évité si les signes révélateurs qui y conduisent sont identifiés dans la masse, la cohésion, et de manière coordonnée. Donc l'idée, c'est de faire un repérage systématique et répété de tous les patients hors psychiatrie, c'est-à-dire des patients qui viennent, par exemple, en consultation de diabétologie ou qui viennent aux urgences pour consulter, par exemple, pour une insuffisance cardiaque. Là, effectivement, il y a un interrogatoire systématique et il est prévu d'emblée, si effectivement c'est positif, un traitement immédiat
dans le service, ça peut être par exemple dans l'unité de soins primaires, avec un traitement immédiat, puis un traitement ensuite secondaire, avec un transfert vers une équipe dédiée de santé mentale. Mais tous les professionnels ont été formés à faire les premiers secours, encore une fois, en santé mentale. On voit que c'est quelque chose qui revient régulièrement. Avec un dossier aussi partagé, un dossier informatisé partagé, traçabilité, et puis surtout une coordination importante intra- et extra-hospitalière avec des travailleurs sociaux, avec la famille, et ça, c'est cette coordination qui est la clé. Il y a des politiques encore plus ambitieuses qui ont été mises en place, notamment à l'échelle d'un État. C'est le cas dans le Canada, dans l'Ontario ou au Québec, où là, on a effectivement mis en place des politiques zéro suicide à l'échelle d'État, avec de la sensibilisation, de la formation, beaucoup des recommandations qui sont écrites, des outils et des procédures. Ça a permis, mine de rien, la réduction de 80% du nombre de gestes suicidaires, et là, cette fois-ci, dans la population générale. Donc des politiques extrêmement intéressantes et exemplaires. L'Organisation mondiale de la santé, avec son programme Life, qui est signé avec 13 pays signataires. Vous voyez que la France en lui-même ne l'est pas, mais la Polynésie française l'est. Avec effectivement là aussi essayer de limiter l'accès aux moyens suicidaires. Ça, c'est vraiment le premier acte à faire. De partager, d'interagir, d'avoir vraiment cette interaction entre professionnels, de partager, mais aussi une interaction avec les médias sur, on le reverra vendredi, sur les effets de contagion, et puis le dépistage rapide. Qu'est-ce qu'il y a de commun avec toutes ces politiques? C'est le fait qu'effectivement, on va évaluer les besoins du patient avec un repérage, un dépistage systématique, et quand c'est positif, une évaluation des besoins individuels et de la situation. Un monitorage au niveau des besoins, un partage d'évaluation et une protocolisation des consultations à tenir. On va sécuriser, ça c'est le deuxième gros pilier, de sécuriser l'immobilier, sécuriser le mobilier, sécuriser la gestion des effets personnels. C'est partager aussi beaucoup. Plus on va parler de suicide entre professionnels et plus on sera capable de prévenir ces suicides. C'est donc aussi apprendre pour former les professionnels, apprendre des gestes suicidaires précédents pour comprendre comment ça s'est passé et pouvoir s'améliorer. Et puis, enfin, accompagner les patients qui ont commis un acte suicidaire pour voir comment on peut les rendre acteurs de leur propre sécurité, en faisant des plans de sécurisation personnalisés, et puis accompagner les professionnels. On l'a dit, c'est une onde de choc qui va impacter aussi les professionnels. Nous, au sein du groupe Ramsay Santé, qui est 35 établissements de santé mentale, on a mis en place une telle politique, qui s'appelle Parapsy. Et effectivement, pourquoi? Parce que le suicide, on le considère comme un never event. Et vous voyez, on avait une augmentation progressive du nombre de ces never events. Et on a décidé en 2022 de faire une analyse approfondie de ces actes suicidaires et puis de mettre en place une politique. On a d'abord commencé par en parler. Et en parlant de façon large, on a diminué de façon importante le nombre de suicides. Mais en parler seulement, ça n'a pas suffi. Il a fallu mettre des actes, il a fallu mettre en place une politique, il a fallu s'engager. Et là, c'est que effectivement, en 2024, début 2024, on s'est complètement engagé dans une politique assez lourde, du même type que celle que je viens de vous décrire. Et ça a permis, vous voyez, les premiers résultats. On reste très modeste parce qu'on sait que ça peut reflamber à tout moment. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir entretenir, et on espère pouvoir garder ces résultats, passer de ces 15 suicides à 4 actes suicidaires. Le nombre de tentatives de suicide a diminué de même façon proportionnelle. Cette politique, ça repose sur quoi? Justement, c'est 4 piliers. C'est comme toute démarche en fait managériale, 4 grands piliers: un pilier institutionnel, un pilier culturel, un pilier organisationnel et des outils. C'est en pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les professionnels, ça veut dire qu'il va falloir qu'ils sécurisent leur environnement. D'abord faire un diagnostic, ensuite avec un audit, plutôt une auto-évaluation
immobilier et mobilier. On en reparlera jeudi. C'est sensibiliser les professionnels justement à cette sécurisation de l'environnement, limiter l'accès aux moyens létaux. C'est évaluer les besoins individuels. Vous voyez qu'on ne dit pas d'évaluer les risques, mais vraiment évaluer les besoins. Évaluer les besoins, à mon sens, c'est quelque chose de plus fort que évaluer les risques. L'évaluation de risque, c'est juste un calcul de probabilité. Et on a vu que les outils de calcul de probabilité ne fonctionnent pas bien. Par contre, évaluer les besoins du professionnel, d'abord, ça va vous engager. On a dit qu'il fallait comprendre pour s'engager. Et donc, on va dépister systématiquement tous les patients en leur posant la question du sommeil, en leur posant la question des idées noires, des idées suicidaires. On le verra demain avec un intervenant qui viendra demain en parler. Et puis, c'est évaluer ensuite le risque, là, cette fois-ci, une fois qu'on a un dépistage qui est positif. Et puis surtout, réévaluer de façon très régulière, avec plutôt une échelle idéatoire, pour avoir un monitorage un peu de ces idées suicidaires. C'est surtout, plus que l'évaluer, c'est prendre en compte cette évaluation et mettre en place des actions. On en reparlera largement demain. Gérer l'événement, ça aussi, c'est un point important. Donc, c'est avoir des procédures partagées. C'est gérer l'événement après, parce que tous les actes suicidaires ne conduisent pas au décès du patient. Donc, ça veut dire que ce patient, après, il va falloir le prendre en charge. Il va falloir peut-être essayer de le rendre le plus coacteur. On le verra vendredi, justement en voyant comment on peut mettre des plans personnalisés de prévention individuelle. Et puis, ne pas oublier le soutien psychologique aux patients. Enfin, il faut essayer de s'améliorer. Et s'améliorer, ça passe par la traçabilité, ça passe par le retour d'expérience, ça passe par l'audit des pratiques avec la mise en place d'indicateurs. Moi, j'aime bien présenter ces démarches-là, plutôt de cette forme-là, sous forme d'une tour Eiffel. La tour Eiffel, ça repose sur 4 piliers. Comme toute politique managériale, ça doit reposer sur 4 piliers. Ces 4 piliers, ils sont indispensables. Si vous avez un pilier qui est plus gros que les autres, eh bien, votre tour Eiffel va être en porte-à-faux, elle va tomber. Si vous oubliez un des piliers, votre tour Eiffel pourrait tenir sur 3 piliers. Mais dès qu'il y a un coup de vent, votre tour Eiffel basculerait. Donc, c'est important de travailler à la fois la politique, à la fois la culture commune, à la fois l'organisation, à la fois les outils pour pouvoir arriver à faire en sorte qu'on puisse ouvrir ensemble un parapsy, c'est-à-dire effectivement une politique zéro suicide. J'espère vous avoir montré qu'effectivement une politique zéro suicide, alors c'est sûr, c'est un peu contraignant, mais ça a des effets extrêmement performants. Vous avez vu, entre 67 et 80% d'efficacité. Donc, on ne réduira jamais le nombre de suicides à 0, mais on peut quand même tenter de s'en approcher. Je vous remercie de votre attention. Alors, je crois Merci. que... Xavier, je pense que oui, on va peut-être laisser la parole à Caroline Bizet qui avait un... Tout de suite, oui. Ouais. Donc, Caroline Bizet, qui est chef de projet au bureau qualité parcours usagers, la sous-direction de la prise en charge hospitalière des parcours ville-hôpital au ministère de la Santé, et qui va nous parler justement d'une feuille de route nationale pour améliorer la sécurité des patients et des résidents. Oui, bonjour à tous. Donc, effectivement, je vais vous présenter les orientations nationales qui sont conduites en termes d'amélioration de la sécurité des patients et des résidents. Et donc, je vais zoomer particulièrement sur une des actions portées dans le cadre de cette feuille de route nationale, qui est l'amélioration de la prévention du risque suicidaire en établissement. Alors peut-être rapidement, en propos introductif, sur la présentation de l'objectif de cette feuille de route. Donc cette feuille de route, elle a été initiée en 2023. Elle est pilotée par la DGOS et sa finalité, c'est de développer ou du moins renforcer la culture sécurité partagée dans l'ensemble du système de santé, en associant bien évidemment les professionnels de santé et les usagers. Et l'objectif, c'est de réduire ou de diminuer la survenue des événements indésirables qu'on sait pour une grande partie évitables. Et donc, les actes suicidaires, comme ça a été
assez détaillés précédemment font partie de ces événements indésirables associés aux soins qui sont en partie évitables. Donc, cette feuille de route pilotée par la DGOS, comme je vous le disais, avec un comité de pilotage, bien sûr, pour décider des orientations et des priorités qui sont définies, qui est composé de différentes institutions parties prenantes sur la sécurité des soins, comme la Haute Autorité de Santé, par exemple. Bien sûr, nous travaillons avec les agences régionales de santé, des représentants de professionnels et des représentants d'usagers. Et puis, on s'associe étroitement avec des coordonnateurs d'axes qui nous aident dans l'identification et la mise en œuvre des actions de la feuille de route. On a notamment à nos côtés la DGS, la HAS, comme je vous le disais, la FORAP, France Asso Santé pour l'axe 5 qui porte sur l'association des patients et de ses proches dans la sécurité des soins, l'Association française des directeurs de soins. Et donc, avec ces différents partenaires, nous avons conduit des actions pendant la période de déclinaison de cette feuille de route. Et aujourd'hui, on arrive au bilan des actions qui ont été menées. On a déjà d'autres perspectives de travail. Alors, peut-être revenir rapidement aussi sur le cadrage de cette feuille de route nationale. Donc, elle a permis de fixer pour 3 ans les priorités. Et donc, la prévention du risque suicidaire en établissement en est une. C'est un enjeu majeur pour améliorer la sécurité des patients et des résidents, comme on l'a vu précédemment. On souhaite bien sûr embarquer l'ensemble du parcours de soins, tous les professionnels, y compris donc ceux qui exercent dans le médico-social et en secteur de ville, et aussi bien sûr en établissement de santé. On a souhaité aussi décliner cette feuille de route à 3 échelles d'intervention, que ce soit au niveau national, donc elle est portée effectivement par le ministère, mais on s'associe étroitement avec les agences régionales de santé pour décliner cette politique de sécurité des soins et bien sûr sur les professionnels de terrain et les équipes de soignants. Ce qu'on a souhaité aussi, c'est bien sûr ne pas créer des nouveaux dispositifs, s'aligner sur ce qui existe déjà, donc dans notamment la certification des établissements de santé pilotée par la HAS, donc dans ce qu'on retrouve aussi dans l'accréditation des médecins et des équipes médicales. Et bien sûr, s'aligner aussi avec les dispositions réglementaires sur la déclaration des événements indésirables graves associés aux soins qui datent de 2016. Donc, au total, cette feuille de route, elle comprend 2 objectifs transversaux, 5 axes de travail et 26 actions qui sont des actions assez opérationnelles, assez pragmatiques, qui, on souhaite, parlent aux professionnels de terrain. Donc, brièvement, on a 2 objectifs qui sont sur la communication auprès des professionnels et des usagers autour notamment des outils qui existent pour améliorer la sécurité des soins. Je pense par exemple à l'accréditation des médecins, au programme PACT, donc programme d'amélioration des conditions de travail en équipe. Voilà, donc des dispositifs qui existent et qu'il faut maintenant s'approprier et déployer davantage. Le deuxième objectif porte sur la formation des professionnels, on l'a dit, hein, notamment sur la prévention du suicide en établissement. C'est un véritable enjeu de former l'ensemble des professionnels, notamment à l'évaluation et au repérage de ce risque. Et puis après, dans la feuille de route, on a des axes qui sont des facteurs d'amélioration en fait de la sécurité des soins. Je peux citer par exemple l'axe 1 qui va sur le travail en équipe, puisqu'on sait que les défauts de pratiques collaboratives entraînent des événements indésirables associés aux soins. Mais bon, je peux vous laisser consulter l'ensemble des actions de la feuille de route qui sont diffusées sur une page internet du site du ministère qui est dédiée. Donc moi, je voulais faire un petit peu le focus sur ce qu'on a prévu en termes sur l'axe 4, donc, qui porte sur des thématiques précises, notamment qui révèlent qu'il y a encore des événements fréquents dans ces domaines. Et donc ça, c'est par exemple l'action 4 qui porte sur la prévention du risque suicidaire en établissement. Donc sur cette action 4, effectivement, ça a été dit largement, hein, il y a encore des événements indésirables graves qui montrent que les actes suicidaires sont trop fréquents. Ça a été dit, donc un événement indésirable grave sur 5 déclarés en France est un acte suicidaire. Donc c'est la première cause de déclaration. Donc c'était pour nous un véritable enjeu de sécurité des patients.
Ça a été dit également, ces événements concernent tous les types d'établissements, hein, les services psychiatriques, mais bien sûr les services médicaux, chirurgicaux, les établissements médico-sociaux comme les EHPAD. Et donc, c'est vraiment dans ce contexte qu'on a retenu cette action comme prioritaire dans la feuille de route sécurité des patients et des résidents. Donc, l'ensemble de cette action s'appuie sur un travail partenarial national et s'inscrit pleinement dans la stratégie nationale de prévention du suicide qui est pilotée par la Direction générale de la santé. Donc, dans la diapo qui s'affiche, vous avez les 4 grands axes de cette action 4 qui permettent d'agir à la fois sur l'environnement, la sécurisation de l'environnement, les pratiques professionnelles et sur l'organisation collective. Donc, si je reviens un petit peu sur ces 4 grands axes, le premier axe consiste à aider les établissements à sécuriser leur environnement, qu'il s'agisse des éléments immobiliers et mobiliers. Et donc, on a diffusé très récemment un outil d'auto-évaluation qui a été publié sur le site du ministère, qui va permettre finalement de diagnostiquer les points à risque dans un établissement ou dans une structure médico-sociale qui souhaite construire un plan de sécurisation adapté. Donc cet outil, je vous le présenterai notamment jeudi prochain lors du webinaire. Le deuxième axe porte sur le repérage du risque suicidaire, donc, ou l'évaluation des besoins du patient, comme ça a été dit précédemment, mais pour l'ensemble en fait des établissements, hein, y compris en MCO. Et là, on souhaiterait outiller davantage les professionnels pour mieux dépister le risque et une fois identifié, orienter, évaluer, suivre et prendre en charge les patients concernés. Donc, bien entendu, cela concerne aussi la formation et la sensibilisation des professionnels à ce repérage. Le troisième axe de cette action 4 concerne la prise en charge après un geste suicidaire, que ce soit une tentative de suicide ou un suicide abouti. Donc, l'objectif, c'est de promouvoir des interventions post-geste en rendant le patient coacteur de sa prise en charge, notamment via un plan personnalisé de prévention du risque suicidaire et une inscription systématique dans les dispositifs de recontact. On a notamment évoqué précédemment le dispositif vigilance. Et cet axe prévoit aussi de travailler sur la mise en place d'un plan de prévention collective en établissement. Et sur le sujet, la DGS, la Direction générale de la santé, a publié des recommandations récemment. Et puis enfin, le quatrième axe vise à sensibiliser et outiller les professionnels à la déclaration systématique des gestes suicidaires. Ça a été dit précédemment, il faut de la matière pour pouvoir ensuite comprendre ce qui s'est passé, aider les professionnels à l'analyse de façon non culpabilisante, dans une logique de culture juste et d'amélioration continue. Donc, la FORAP a produit une aide à l'analyse de ces événements pour les équipes et il a été mis également à disposition de tous sur le site internet du ministère. Donc, si vous voulez un petit peu avoir les éléments de production qui ont été menés dans le cadre de cette feuille de route, nous avons communiqué très récemment sur des éléments de bilan, qui a permis en fait de mettre en évidence qu'il y avait qu'on avait pu initier une dynamique nationale autour de la sécurité des soins. Que cette feuille de route avait permis de mobiliser de façon coordonnée l'échelle nationale, donc le ministère, la HAS, la FORAP, mais aussi les ARS, les professionnels et les associations de patients, hein, même si il reste des marges de progrès dans la plupart des axes de travail. On a pu diffuser aussi des outils assez concrets, notamment l'outil d'auto-évaluation sur la sécurisation de l'environnement que je présenterai jeudi. Dans les campagnes de mesure de la culture sécurité, on voit que ça progresse, hein, même si bien sûr on a encore des marges, mais il y a des avancées dans la transparence et le partage d'expériences. Et puis bien sûr la place du patient qui devient de plus en plus croissante, ainsi que leurs proches comme véritables coacteurs de leur sécurité.
Et donc, on a communiqué sur les éléments de bilan, comme je vous le disais, avec des supports de valorisation des actions menées. On a diffusé donc sur le site internet, j'imagine que vous aurez le lien dans le chat, sur 5 vidéos capsules pour mettre en avant des actions phares de chaque axe de la feuille de route. Et donc, il y a une des actions qui concerne l'outil d'auto-évaluation qui a été produit sur la sécurisation de l'environnement. Et puis, on a aussi diffusé des fiches de synthèse qui reprennent axe par axe qui a été conduit, les livrables produits. Donc, vous avez le lien vers les ressources et puis les suites qu'on envisage et les perspectives de travail, puisqu'on sait que la culture sécurité se déploie sur un temps long. Donc, voilà, on espère que ce sera qu'une première étape et on va conduire d'autres actions sur le sujet. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Si vous avez des questions, il me reste 1 ou 2 minutes. Merci beaucoup, Caroline, de cette présentation. Merci aussi beaucoup de la confiance que vous nous avez donnée et vous avez faite pour qu'on puisse partir justement sur des outils extrêmement pragmatiques. Je le dis vraiment, c'est vraiment très, très appréciable d'avoir pu construire effectivement tous ces outils que d'ailleurs, celui que vous allez nous présenter jeudi, et effectivement, on fait du teasing pour jeudi, mais vraiment extrêmement intéressant. Je sais que tous ceux qui l'ont vu l'ont quasiment adopté tout de suite parce que effectivement l'outil est simple et il est pragmatique et ça mérite d'être souligné. Effectivement, vous l'avez dit à plusieurs reprises, mais effectivement, c'est des outils à l'intention des professionnels et ça, c'est ça qui est très appréciable dans cette feuille de route. C'est qu'il y a une feuille de route, mais derrière, après, il y a les moyens de pouvoir justement la mettre en œuvre après. Est-ce qu'il y a, Véronique, je ne sais pas si on a des questions qui ont été posées. Non, toujours pas. Si vous en avez les uns les autres, c'est encore le moment. Moi, j'avais une petite question à Caroline. Comment, sur le plan des formations, est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues? Comment on peut imaginer des formations sur le sujet? Alors, sur le sujet, effectivement, en 2023, vous savez qu'on a des orientations nationales de formation pour la fonction publique hospitalière. Et en 2023, la thématique de la formation autour de la prévention du suicide en établissement a été retenue. Donc, c'est une des orientations nationales qui a fait l'objet notamment d'un conventionnement avec l'ANFH. Et donc, il y a eu des formations sur ce sujet qui ont été réalisées auprès d'un certain nombre d'établissements. D'accord. Donc, de mémoire, donc ces conventionnements se font sur 4 ans. Donc, à ce titre, je pense qu'il y a encore des possibilités d'avoir ce type de formation par les organismes sélectionnés par l'ANFH pour les structures. Merci beaucoup, parce qu'on l'a vu, effectivement, c'est un des points aussi importants dans la mise en place de la prévention du risque suicidaire en établissement. Ouais. À côté de ça, il y a aussi, on l'a vu, les formations aussi au soutien émotionnel, tout simplement. Et ça, c'est des choses qui peuvent être plus facilement mises en œuvre aussi au sein des établissements, par le truchement d'un psychologue, par le truchement aussi de professionnels pairs. On sait que, par exemple, à Toulouse, au centre oncologique de Toulouse, au centre de lutte contre le cancer, ils ont mis en place effectivement un programme de formation pour les professionnels secondes victimes. Et on est exactement dans ça, effectivement, l'idée d'avoir des professionnels qui soient capables, pas forcément des psychiatres, pas forcément des psychologues, pas forcément des infirmiers en psychiatrie, mais qui sont capables d'apporter les premiers secours en santé mentale et apporter un soutien émotionnel aussi bien à un collègue qu'à un patient ou à un résident, quand on est en structure médico-sociale. Je pense que c'est effectivement des points importants. Caroline, merci beaucoup pour cette intervention. Je sais que vous avez une réunion qui démarre et on vous rend à votre réunion. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Merci. Oui, la notion de seconde victime, c'est quoi? C'est en fait, quand on a un incident,
quand on a un événement grave dans une structure, il y a toujours deux victimes. Il y a la victime du dommage, qui est directement, en général, le patient, le résident, la personne accompagnée. Et puis, il y a celui qui a fait l'erreur. Celui qui a fait l'erreur, on l'appelle la seconde victime parce qu'on n'a pas choisi ce métier pour blesser des personnes. Et souvent, justement, on va avoir un sentiment de culpabilité, éventuellement un sentiment de honte, une souffrance. Et cette souffrance, faut pas l'opposer à la souffrance de la première victime, bien évidemment, mais aussi faut l'accompagner, il faut la prendre en charge. Parce que si on la laisse perdurer, au bout d'un moment, ça peut arriver jusqu'à effectivement faire un véritable syndrome post-traumatique. Et donc l'importance, et on sait que le suicide, mais pas que les suicides, les événements indésirables graves associés aux soins de façon générale, peuvent être justement ces fameux traumatismes vicariants, c'est-à-dire des traumatismes qui vont qui vont faire le lit finalement d'une souffrance psychique qu'il faut absolument arriver à purger. Et ça, tout seul, c'est difficile. Et donc, pour ça on conseille vraiment d'accompagner dans les structures, d'accompagner les professionnels qui ont été directement impliqués dans la survenue d'un événement. Donc ça aussi, on en reparlera vendredi, parce qu'effectivement, c'est un sujet important dans la postvention, de ne pas oublier aussi les professionnels. Véronique, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. C'est vrai que là, on était beaucoup plus sur des choses très théoriques aujourd'hui. On sera dans des choses très, très pratiques tout le reste de la semaine, puisque demain, c'est effectivement le sujet du repérage, de l'évaluation. Et puis ensuite, derrière, on aura le témoignage d'une équipe qui a essayé de mettre en œuvre une politique zéro suicide, puis qui s'est confrontée à des sujets et des interrogations juridiques. Et donc, on a demandé à une juriste justement de venir faire le point, notamment est-ce que vous avez le droit de fouiller ou pas les patients, est-ce que ça s'appelle une fouille, est-ce que ça s'appellerait pas plutôt un inventaire? Tout ça, on a une juriste qui viendra nous en parler demain. Je confirme bien que effectivement, c'est tous les services des établissements qui doivent, sur la notion de seconde victime, oui, c'est bien tous les services qui sont concernés. Jeudi, on parlera beaucoup plus, effectivement, avec de nouveau Caroline Bizet, pardon, et puis une structure voisine. C'est la structure régionale d'appui à la qualité et sécurité des soins en Normandie qui viendra nous parler d'un outil où j'ai eu le plaisir de collaborer avec pour justement former les professionnels. Et c'est un outil qui vous sera, on vous donnera le lien pour que vous puissiez l'utiliser. Vous allez voir qu'on va faire une visite virtuelle d'un établissement de santé. Ça pourrait être un établissement, n'importe quel établissement, qui soit sanitaire ou médico-social. Et on va apprendre à repérer des situations à risque. Et donc ça, c'est un très bon outil d'auto-apprentissage, mais aussi d'apprentissage en groupe. Et puis de réflexion, peut-être pour lancer des réflexions sur la sécurisation de nos environnements. Et puis enfin, vendredi, je rappelle qu'effectivement, on parlera de la dernière partie, c'est-à-dire une fois que l'acte est survenu, comment on accompagne. On verra aussi comment on peut prévenir aussi cet acte avec deux dispositifs. Caroline Bizet a parlé de vigilance, mais il y a aussi un autre dispositif complémentaire qui est avant, qui s'appelle le 3114, qui est un numéro spécial que, en fait, ce que les plus anciens, les moins de 20 ans, connaissaient sous le nom de SOS Amitié. C'est un peu le même principe. C'était un numéro on pouvait appeler. Là, c'est une plateforme où quand on va les voir, c'est très, très surprenant, mais il faut moins de 15 secondes pour qu'ils posent la question des idées suicidaires. Donc, vous voyez qu'effectivement, ils ont, eux, pris l'habitude d'appeler, justement de ne pas prendre de précautions d'usage, mais d'introduire rapidement la notion de repérage. On en reparlera justement demain et on pourra en reparler avec le 3114 vendredi. Et puis enfin, Caroline Bizet a parlé dans la feuille de route d'un outil de la FORAP sur l'analyse systémique. Et donc, on vous présentera une aide au questionnement pour vous aider à vous remettre en question lorsque vous êtes confronté à un acte suicidaire. On sait que c'est très difficile de le faire. Donc, l'idée, c'était de pouvoir vous apporter une aide pour vous poser les bonnes questions. Et puis, une fois qu'elles sont écrites, c'est plus facile que d'avoir à les formuler. Elles sont déjà formulées pour vous. Et donc, vous n'avez plus qu'à y répondre. Ça, on en reparlera vendredi.
voilà, je crois qu'on on a fait à peu près le tour. J'espère que cette première session vous a plu, vous a intéressé. Les suivantes seront plus pratico-pratiques. Et voilà, on voulait une session plus chapeau aujourd'hui. Merci beaucoup, Xavier. Oui, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, c'était un petit peu le propos introductif qui va nous permettre, encore une fois, qui a permis de planter le décor, j'ai envie de dire, et qui va nous permettre, dans la suite de la semaine, de partir sur des choses plus pragmatiques, plus pratico-pratiques, et je pense qu'il va intéresser tout le monde. Bon, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vous propose de clôturer ce premier webinaire de la semaine en vous remerciant tous à nouveau pour nous avoir suivis. Merci encore une fois, Xavier, et nos intervenantes qui ont dû nous quitter, mais on les remercie encore vivement pour leur participation sur ce premier webinaire. Il ne nous reste qu'à vous souhaiter un bon après-midi. Et puis, on se retrouve demain. Pour ceux qui pourront être des nôtres, ce sera avec plaisir. Demain, même heure, même endroit, j'ai envie de dire. En tout cas, rendez-vous 13h demain pour la suite de cette semaine. Merci encore, Xavier. Bon après-midi Merci, à tous. avec grand plaisir.